Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui à ce Summit AWS Paris 2024. J'espère que vous avez passé une excellente matinée, des sessions et une keynote instructive. J'ai une première question pour vous. Combien d'entre vous travaillent-ils dans l'ingénierie industrielle, dans la conception ou avec des équipes qui réalisent des conceptions CAO, peut-être du design également dans l'industrie de gaming, des médias? On a quelques mains levées. Cool. Aujourd'hui, dans cette session, on va aborder les défis que rencontrent les industriels, notamment dans la conception et l'accélération du développement du cycle de vie de leurs produits. Les différents défis pour accélérer ces cycles et pouvoir toujours concevoir plus rapidement, de manière sécurisée, afin d'apporter un produit en temps et en heure. Ensuite, on verra ensemble comment on peut moderniser la station CAO 3D. Comment, avec le cloud, je vais pouvoir aller virtualiser l'expérience de l'utilisateur final, cet ingénieur qui va concevoir des pièces en 3 dimensions, par exemple. Nous verrons ensuite avec Bruno, notamment, comment moderniser son environnement applicatif en allant utiliser des services serverless et aller muscler vos applications en les orchestrant d'une nouvelle manière, avec des nouvelles architectures. Puis enfin, viendra un témoignage client. Je m'appelle Alexis Daguès, je suis Solution Architect chez AWS, et avec mon collègue Bruno Medeiros de Barros ainsi que Jean Rodriguez de la société Airbus, nous allons voir ensemble comment accélérer la conception dans l'ingénierie en musclant vos applications. Je vais avoir une deuxième question pour vous. Je pose beaucoup de questions. Imaginons que vous devez amener sur le marché un produit et à qualité identique, quel est le meilleur retour sur investissement que vous pouvez espérer? Dans le premier scénario, vous amenez votre produit sur le marché avec 6 mois de retard, mais vous avez tenu vos budgets. Le second scénario, votre produit est sorti à temps, vous avez respecté le time to market, mais avec un dépassement budgétaire de près de 50%. Eh bien, une étude nous montre que si on sort un produit sur le marché en retard, sur 5 ans, on peut atteindre jusqu'à 33% de perte des bénéfices. Alors que si on a réussi à tenir nos délais, même avec un dépassement budgétaire conséquent, on va uniquement impacter nos bénéfices sur 5 ans de près de 4%. Qu'est-ce que cette étude nous explique? Elle met le doigt sur l'intérêt vital de pouvoir tenir notre productivité dans la conception de nos produits, dans ces cycles de recherche et de développement, de calcul scientifique, de calcul notamment d'HPC, de simulation, etc. Aussi, elle peut nous interroger. Comment, aujourd'hui, ce que vous mettez en place pour vos équipes de recherche et développement, est-ce que c'est un investissement dans vos collaborateurs, dans vos équipes? Est-ce que vous accélérez réellement la mise sur le marché? Et avec cette session, on va essayer de s'interroger sur ces points. En effet, l'ingénierie, et notamment la station de conception, quand on discute avec nos différents clients dans le secteur manufacturier ou les différentes ingénieries, on a 3 thèmes qui se dégagent, 3 grandes problématiques qu'ils rencontrent et auxquelles ils doivent faire face. Le premier, c'est comment je capitalise sur mes talents et leurs contributions. J'ai eu tendance à investir forcément dans des stations CAO 3D assez coûteuses qui nécessitent un investissement lourd d'approvisionnement et parfois sur des dizaines, des centaines, voire des milliers d'utilisateurs. Du coup, je me retrouve dans une situation où j'optimise le temps de productivité de mes ingénieurs sur ces stations. Et parfois, leur productivité, elle est impactée par la lenteur des applications, par des problèmes d'infrastructure ou des problèmes d'intégration applicative entre ces différentes applications. Le deuxième thème qui se dégage, c'est ce fameux cycle de vie, ce cycle de développement, pardon. En effet, on se veut de plus en plus agile. Donc on veut accélérer nos cycles de développement pour gagner en agilité et pouvoir rétrofit régulièrement nos conceptions. Et ces cycles, malgré qu'on les accélère, sont souvent impactés par des problèmes de maintenance logicielle et parfois des maintenances majeures sur des clients, des applicatifs relativement lourds, vont entraîner des mises à niveau matérielles, donc des réinvestissements, et vont ralentir finalement ce cycle.
Enfin, comment j'intègre mes nouveaux collaborateurs? J'ai un nouveau projet à lancer, je dois avoir une nouvelle équipe de conception. Est-ce que j'ai l'infrastructure nécessaire pour la partie utilisateur, les postes de travail? Est-ce que j'ai l'infrastructure sous-jacente qui vont permettre de tenir notamment mes outils tels que le PLM pour pouvoir faire la collaboration autour de la CAO? Tout ça va impacter le cycle de développement. Et enfin, le troisième point, le troisième thématique, c'est la collaboration globale. On se veut agile, mais aujourd'hui, le développement de tels produits en conception reste très séquentiel. On se retrouve toujours dans un cycle en V en termes de développement, ce qui va poser relativement problème, notamment dans le mode collaboratif. Et depuis la pandémie, ce mode collaboratif s'est accéléré. On a une flexibilité du travail en distanciel, on a beaucoup de gens qui collaborent sur des maquettes uniques, des modèles uniques, mais sur des réseaux différents, à la maison, ou différentes régions du monde, différents bureaux, vous pouvez avoir sur plusieurs continents. Alors comment transformer le développement de vos produits? Comme disait Snoop Dogg, un rappeur américain, quoi que vous fassiez, vous devez maîtriser votre métier. Et il a mis le doigt sur une chose juste. La transformation est un processus long et il n'est pas vraiment question de passer de l'œuf au papillon directement. Ce processus va prendre du temps. En général, nos clients commencent par transformer leurs applicatifs produits par la migration. On va aller chercher l'efficacité, l'élasticité du cloud, notamment en dimensionnant les machines, ou la scalabilité de l'infrastructure. Ensuite, on va aller moderniser nos applicatifs. Je vais aller utiliser des services serverless, dont Bruno nous parlera juste après. Comment mieux orchestrer tout ça avec des architectures plus flexibles, moins couplées, qui vont me permettre de scaler dans le temps. Et enfin, on va pouvoir aller transformer, redéfinir nos processus en profondeur. Et ça, on arrive aussi à l'accélérer grâce à des technologies cloud avancées, comme notamment des outils de end-user computing, de VDI, comme on va voir juste après, qui vont permettre de moderniser complètement le bureau et l'environnement applicatif. Alors, que fait AWS pour accélérer l'innovation dans l'ingénierie numérique? Et que font nos clients, surtout? Le premier point, c'est l'ingénierie assistée. Je l'ai dit, avec la modernisation du bureau virtuel, alors certes pour la CAO, mais on a la problématique de l'ingénieur calcul qui doit lancer des calculs intensifs, des nouveaux algorithmes qu'il va tester sur MATLAB par exemple, des outils de simulation. Et tout ça nécessite des environnements avec un accès à la donnée à très haute vitesse, mais également beaucoup de puissance de calcul colocalisée. D'autres clients vont utiliser des services serverless pour automatiser la conception électronique. Par exemple des services de batching ou de calcul intensif. Et enfin, d'autres modernisent la gestion de cycle de vie de leurs produits, leur PLM, par la modernisation applicative, soit en mettant à niveau les applicatifs qu'ils ont avec des éditeurs, des partenaires AWS par exemple, qui aussi innovent avec les services cloud. Si on s'intéresse aussi à ce que font nos clients avec l'intelligence artificielle, notamment avec Amazon SageMaker, on va retrouver une capacité intéressante d'aller créer des modèles de machine learning qui vont permettre de simplifier la réponse numérique d'une conception. Donc en fait, on entraîne un modèle de machine learning avec SageMaker et on va pouvoir accélérer les cycles de simulation en réalisant des inférences sur ce modèle plutôt qu'aller simuler systématiquement sur une maquette 3D beaucoup plus complexe et qui va prendre plus de temps. Et ces cycles sont accélérés également par des fermes HPC que vous pouvez aller exécuter partiellement ou totalement dans le cloud en allant utiliser la bonne instance au bon moment et uniquement quand vous en avez besoin. Enfin, nos clients, sur la conception collaborative, réalisent de plus en plus ce qu'on appelle la revue spatiale. Vous allez pouvoir utiliser par exemple des casques immersifs qui vont vous permettre de pouvoir déambuler directement dans un nouveau bâtiment que vous êtes en train de construire. Un nouvel avion, par exemple, également, vérifier l'habitabilité du bâtiment, vérifier sur une nouvelle machine que vous concevez, est-ce que j'arrive à la démonter correctement, est-ce que je vais pouvoir réaliser la maintenance, toutes ces opérations quotidiennes vont-elles être correctes? Et je vais également pouvoir former mes prochains opérateurs
pendant la production de mon nouveau produit. Et là, j'ai un gain conséquent parce que j'arrive avec des personnes formées dès que mon produit sort. Et ça, on arrive à le faire notamment avec nos partenaires qui innovent depuis des décennies avec vous, les industriels, et également avec AWS pour pouvoir rénover leurs solutions avec le cloud. Maintenant, on va s'intéresser à cette station CAO 3D. Je pense que vous l'avez tous en tête, hein, cette grosse workstation qui ressemble à un serveur avec des cartes graphiques très puissantes. C'est un investissement conséquent. Comment on peut aller utiliser le cloud pour moderniser et réaliser des bureaux virtuels 3D? Eh bien, nos clients utilisent le service Amazon AppStream. Amazon AppStream va nous permettre d'aller déployer une application native, qu'elle soit sous Windows, sous Linux, directement dans un environnement colocalisé dans le cloud, où vous allez pouvoir aller chercher la bonne puissance de calcul, la bonne capacité mémoire, la bonne carte graphique en fonction de l'applicatif que vous faites tourner, l'application CAO ou peut-être de modélisation 3D, de rendering, et tout votre écosystème applicatif et vos données au même endroit. Donc ça vous permet d'avoir une expérience utilisateur unifiée, et AppStream va ensuite envoyer un flux de pixels chiffré vers un navigateur web. Donc vous n'avez plus besoin d'une station puissante pour pouvoir travailler avec des clients lourds et assez gourmands en termes de ressources graphiques, mais uniquement un laptop ou un petit client léger, un poste léger avec une carte graphique minimale et des écrans, et vous pouvez interagir avec une application complexe. Donc regardons ensemble comment cela se présente. Donc imaginons, je suis un utilisateur qui est basé dans le sud-est de la France, à Lyon. Je suis concepteur et je me connecte sur mon portail AppStream dans un navigateur web. Je mets mes identifiants et je vais me connecter à une ferme AppStream qui, elle, est hébergée, par exemple, à Francfort, donc à plusieurs centaines de kilomètres, où se trouve toute la puissance graphique qui va être utilisée. Et j'ai uniquement un laptop sans puissance particulière. Donc je me connecte et je vais arriver sur le choix... Oh, pardon. On va y arriver. C'est l'effet démo, même enregistré. Donc je me connecte. Est-ce que c'est parti? Et j'arrive sur mon choix de portfolio d'applications. Donc là, on voit ce que l'administrateur m'a donné comme accès. Et je vais lancer une application qui s'appelle Blender 3D, qui est un modeleur 3D, qui est relativement gourmand, qui sert notamment dans le cinéma. Et j'ai ici un rendu qui est sur une très haute résolution, en 4K. Vous pouvez voir ce que ça donne, hein, c'est écrit relativement petit. Et je vais manipuler un cube 3D. Alors c'est certes un mesh relativement simple, mais on voit avec quelle fluidité c'est streamé sur mon environnement local, sans aucune puissance graphique. Maintenant, je supprime ce cube et je vais aller chercher une maquette un peu plus conséquente, d'environ 50 mégaoctets, qui est un extrait d'une conception d'usine chimique. Donc là, je la charge en 2, 3, 4, à peine 5 secondes. Vous voyez mon modèle 3D qui est chargé. Et vous allez voir que la fluidité est restée exactement identique. Je n'ai aucune latence. Je peux me déplacer et naviguer dans la maquette. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, j'ai aucune donnée en local. C'est-à-dire que je perds mon laptop, j'ai aucune fuite de données possible. Tout est resté dans le cloud sécurisé. J'ai uniquement un streaming d'applications. Et on voit ici avec quelle finesse on arrive à cliquer sur les différents environnements de la maquette, ce qui est très important en termes d'interactivité pour vos designers. Donc, avec AppStream, vous avez la possibilité d'avoir une expérience utilisateur finale unifiée, avec un portail d'accès qui va être administré par des administrateurs en centrale qui auront la possibilité de définir quel type d'application ils vont pouvoir vous octroyer l'accès. Et je vous invite à aller voir la session dédiée à AppStream 2 à 16h45 qui va vous permettre d'approfondir notamment ce service. On est sur une architecture qui est dite sélective, donc on va pouvoir aller chercher la flexibilité maximale du cloud, c'est-à-dire que les sessions sont régénérées à chaque connexion en fonction du profil utilisateur, de mes outillages, de ma configuration d'application.
et ce qui vous permet d'avoir une adoption accélérée, parce que c'est un service qui est complètement géré par AWS. Vous avez juste à fournir l'image avec les applicatifs, l'accès aux données, bien sûr, et vous avez une mise à l'échelle globale. Donc on a pu voir ensemble comment envoyer un flux de données et simplifier l'accès à un client lourd sur AWS. Et on va voir avec Bruno, que j'invite sur scène, qui va vous parler de comment, lui, il arrive à muscler vos applications derrière. Merci Alexis. Merci encore à tous d'être présents aujourd'hui. Alors, maintenant que nous avons vu comment porter nos applications de conception et ingénierie sur les clouds en utilisant des technologies comme AppStream, je vais vous parler de comment en tirer au maximum de ces applications une fois qu'elles sont dans le cloud en utilisant deux types particuliers de technologies, des technologies serverless et des architectures orientées événements. Avant de démarrer, je me permets de poser une question rapide. Qui parmi vous est déjà utilisateur de services serverless chez AWS? Génial. Si je vous parle d'architecture orientée événements, est-ce que nous avons parmi vous des gens qui ont la chance de mettre ça en place déjà? Ouais, génial, génial. Alors pour tous ceux qui n'ont jamais entendu parler de ces deux concepts, n'ayez pas peur parce que la beauté derrière le serverless, c'est que c'est aussi simple de comprendre que de l'utiliser. Donc je vous propose de démarrer avec une rapide définition de serverless. Donc le serverless ou sans serveur, c'est une catégorie de services cloud qui ont été conçus pour enlever de l'utilisateur la charge de devoir gérer l'infrastructure sous-jacente au service. Et tout ça avec l'objectif principal de vous permettre de focaliser l'effort de vos collaborateurs sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, comme par exemple le développement d'un code qui va adresser ou résoudre une problématique métier. À droite, les slides, vous avez un chemin qui montre ce qu'AWS va prendre en charge à votre place quand vous utilisez un service serverless. Donc, en plus de la couche d'infrastructure physique, AWS va aussi être responsable pour déployer les éléments de calcul, des stockages et toutes les messageries et orchestrations sur ces différents composants qui sont nécessaires à l'implémentation et l'exécution de ces services, en vous laissant uniquement la responsabilité d'utiliser des API de haut niveau pour implémenter votre logique métier. Alors, utiliser des API de haut niveau pour implémenter une logique métier, ça peut avoir plusieurs formes, d'accord? Donc, ça va dépendre principalement du type de service serverless que vous utilisez. Ça peut être le déploiement de la nouvelle version de code de votre application si vous utilisez un service de calcul. Ça peut être aussi le téléchargement d'un fichier dans un service de stockage serverless jusqu'à la création de nouvelles tables dans une base de données. Tout ça sans devoir vous occuper de gérer que ce soit l'infrastructure physique ou logique sous-jacente à ce service. Alors, parmi les différents avantages que nous avons qui sont apportés par le serverless, vous avez bien évidemment pas d'infrastructure à déployer ou à gérer. C'est AWS qui va déployer et opérer l'infrastructure à votre place. Et c'est aussi AWS qui va garantir que cette infrastructure, ça vous apporte qu'elle soit hautement disponible et résiliente, de façon que vous n'avez pas à vous occuper de, par exemple, la réplication des données ou l'utilisation de plusieurs data centers ou plusieurs zones de disponibilité. Cette infrastructure, derrière le service serverless, elle a été conçue pour vous permettre de passer à l'échelle de millions d'utilisateurs de façon automatique. Donc, en plus de ne pas devoir gérer l'infrastructure en elle-même, l'infrastructure, elle va être automatiquement escalée par l'implémentation de services. Ce n'est pas à vous d'escaler l'infrastructure que vous utilisez sous-jacente en se basant sur votre demande. Et finalement, comme ce n'est pas à vous de gérer cette infrastructure, vous payez uniquement par la consommation de l'infrastructure fournie par AWS qui est faite par votre application. Ce qui implique que vous allez payer uniquement par la consommation de cette infrastructure qui va être conséquence de l'utilisation que vos utilisateurs ils font de votre application. Voilà, les avantages de serverless, ils ne s'arrêtent pas là. Donc, vous avez bien compris, la rapidité et la facilité de déployer des services serverless, elle va apporter aussi beaucoup d'agilité à vos différentes équipes. Et le serverless va venir aussi finalement avec plusieurs fonctionnalités et capacités déjà intégrées, comme pour la supervision, la sécurité, qui sont déjà intégrées à ces services serverless. Donc aussi une autre chose sur lesquelles vous n'avez pas une responsabilité, vous n'avez pas besoin de vous occuper. On va regarder plus avant dans la présentation une démo qui montre ces capacités. Alors, tous ces bénéfices font que le serverless il devient une technologie qui va être fondamentale dans l'implémentation de l'architecture orientée à événements.
Mais avant de rentrer dans le détail de qu'est-ce que c'est une architecture orientée événement, je veux revenir sur une deuxième définition, celle de événement, dans le cadre d'un système serverless. Un événement, il va être la représentation d'un changement d'état qui va être soit interne ou externe à votre application, à votre système. Et dans le cadre d'une architecture serverless, les événements ils vont être le tissu qui font la liaison entre les différentes composants serverless qui sont faiblement couplés au sein de votre application. Et par faiblement couplés, je veux dire, ils sont capables d'être déployés, opérés, ils vont pouvoir évoluer de façon indépendante. Ce qui en soi apporte aussi de l'agilité à vos équipes. Alors, regardons un peu plus en détail quels sont les types de composants que nous avons dans une architecture orientée à événements. Le premier type de composants sont ceux qu'on appelle producteurs. Et un producteur, c'est tout simplement les composants d'une architecture orientée événements qui sont responsables pour générer les différents types d'événements. Donc, les producteurs, ils peuvent prendre plusieurs formes, ainsi que l'événement en soi. Un producteur d'événements, il peut être une plateforme d'e-commerce qui va générer un événement à chaque fois qu'un nouveau produit est acheté. Il peut être aussi une plateforme de streaming média qui va générer un événement à chaque fois qu'une certaine chanson, par exemple, elle a été reproduite au sein de votre application. Mais cela peut être aussi, un producteur, il peut être aussi un device, un capteur IoT qui est déployé au sein de votre site industriel et qui va générer un événement à chaque fois qu'un certain seuil de température il est atteint. Alors, tous ces événements-là, ils vont être ingérés par un deuxième type de composant qu'on appelle un broker d'événements. Le broker d'événements, il va à la fois ingérer, traiter et rendre ces différents événements produits par le producteur disponibles à un troisième type de composants que nous appelons des consommateurs. Un consommateur d'événements, il va être tout simplement un composant qui va réagir à un événement qui était généré au sein de votre système. Si on reprend les exemples des producteurs qu'on a donnés tout à l'heure, un consommateur, il va pouvoir être par exemple un composant de votre plateforme e-commerce qui va trigger un ordre de livraison d'un produit une fois qu'il a été acheté. Il peut être aussi un composant qui fait partie de votre plateforme de streaming qui va trigger un ordre de paiement au chanteur qui détient la propriété intellectuelle de la chanson qui a été reproduite au sein de la plateforme. Mais cela peut être aussi, un consommateur, ça peut être un élément qui fait la surveillance de votre système industriel et qui va générer un alerte avec une ordre de maintenance sous le moteur qui présente des hausses de température. Alors maintenant, je veux focaliser sur cet événement, sur ces composants centrales à l'architecture orientée événements. C'est le broker d'événements. Nous avons en gros deux types de brokers d'événements différents. Ces brokers, ils vont pouvoir fonctionner soit en mode pull, soit en mode push. En mode pull, les brokers d'événements, ils prennent un peu moins de responsabilité qu'un mode push, c'est-à-dire qu'il va être responsable pour ingérer les différents événements produits, il va y stocker ces événements, il va garantir que ces événements ils vont être consommés dans le bon ordre, mais c'est la responsabilité de composant qui fait le rôle de consommateur de venir récupérer l'événement au sein de broker. C'est-à-dire que c'est au consommateur qui va venir consommer l'événement et qui va informer aussi le broker que l'événement il était bien traité de façon à que cet événement il disparaisse du système de stockage implémenté par votre broker lui-même. Nous allons retrouver deux types particuliers de brokers d'événements qui fonctionnent en mode pool. On a le broker de type file d'attente comme Amazon SQS, de Simple Queue Service, qui va implémenter des files d'attente de type FIFO par exemple, qui va garantir, après l'ingestion de ces événements, le bon niveau de stockage et la bonne ordre de consommation des événements, et qui va aussi rendre ces événements disponibles à un utilisateur à chaque fois, à un consommateur à chaque fois. Un deuxième type de broker qui fonctionne en mode pool, c'est les brokers qui gèrent les streamings ou le flux des données. Là, nous avons le même concept d'ingestion et stockage d'événements. Par contre, nous avons aussi le concept de livraison continue d'événements à un ou plusieurs consommateurs. Regardons maintenant le broker qui fonctionne en mode push. Là, nous avons un type principal qui est le type routeur, comme les services Amazon Event Bridge. Amazon Event Bridge vous permet de définir des règles assez granulaires de routage des événements auprès des différents consommateurs. Et donc, nous voyons la différence par rapport au mode de fonctionnement pool, c'est que le broker d'événements en routeur, il va être responsable pour la livraison,
le delivery de chacune des événements ou chaque message et un certain nombre de consommateurs qui ont déjà été préconfigurés au sein de Broker. Voilà pour un overview de fonctionnement de différents brokers d'événements. Je veux vous parler encore d'un tout dernier service qui reste au corps de toutes les architectures orientées événements. Il s'appelle AWS Lambda. Alors, AWS Lambda, c'est un service que nous appelons de fonction as a service et qui va vous fournir un environnement d'exécution pour votre code qui peut être, lui, écrit dans plusieurs langages, comme les Node.js, Python, Java et plusieurs autres. Mais en plus de vous fournir cet environnement d'exécution pour votre code, AWS Lambda va vous fournir aussi de l'intégration native avec différentes sources d'événements. Et ces différentes sources d'événements peuvent être des modifications dans des bases de données, d'intégration avec des requêtes API, ou même des changements dans l'état des différentes ressources que vous pouvez avoir au sein de votre système. Ces sources d'événements, ils sont aussi appelés triggers au sein d'AWS Lambda. Ils sont le responsable pour déclencher les exécutions de code que vous avez déployées dans votre environnement d'exécution. AWS Lambda vous offre aussi une intégration native avec d'autres services AWS ou même des services que vous pouvez déployer on-prem et qui vont s'intégrer avec l'environnement d'exécution de votre code et qui vont vous permettre de prendre plusieurs types d'actions en utilisant ces services. Donc ça peut être des actions qui vous permettent de faire appel à différents services au sein d'AWS, comme des services de stockage, des bases de données, des services de machine learning, ou même, comme je l'ai dit tout à l'heure, de faire appel à des API que vous avez mises à disposition dans votre environnement on-prem pour réaliser des actions. Alors, voyons maintenant comment tout ça, ça fonctionne ensemble. Je vous montre maintenant un exemple simple de comment construire une application, une architecture orientée événements, qui démarre par le téléchargement ou le téléversement d'un fichier au sein d'un bucket, une unité de stockage fournie par Amazon S3, un service serverless de stockage objet. Alors, le simple chargement de ces fichiers au sein de votre bucket S3 va générer un événement qui va lui être intégré avec une fonction lambda et qui va déclencher l'exécution de votre code au sein de AWS Lambda. Ces codes, il va recevoir aussi comme paramètre, en venant de Amazon S3, le nombre de fichiers qui étaient chargés, l'endroit dans le bucket dans lequel il était stocké, à quel moment et par qui. En utilisant ces paramètres, vous pouvez écrire le code que vous voulez pour traiter cet événement. Ces codes, il peut par exemple faire appel à d'autres services AWS comme Amazon Rekognition, qui va récupérer les fichiers d'images qui ont été chargés dans votre bucket S3 et essayer de reconnaître par exemple des entités au sein de cette image. Ces entités peuvent être des composants de machines, ça peut être des personnes, la présence des opérateurs ou pas, plusieurs choses. En récupérant le résultat de cette analyse qui était faite par Amazon Rekognition, vous pouvez y stocker finalement ces données au sein d'une base de données aussi serverless comme Amazon DynamoDB en forme de métadonnées liées au fichier que vous avez stocké dans Amazon S3. Voilà un exemple simple. Tout à l'heure, vous allez voir un exemple beaucoup plus complexe et complet avec notre collègue d'Airbus. Avant de passer la main à Airbus, je veux vous faire une petite démo rapide. Je vous ai parlé tout à l'heure, au tout début finalement, d'une partie des capacités intégrées qui viennent avec de serverless. Et notamment, je vous ai parlé des capacités de supervision sur votre environnement, votre application, quand vous utilisez de serverless. Là, nous voyons la console d'AWS Lambda, et vous voyez qu'en plus de pouvoir utiliser les codes déployer et écrire le code de votre fonction Lambda directement dans la console, vous avez aussi la possibilité de activer une fonction de monitoring détaillé de cet environnement d'exécution, ce qui vous amène à avoir aussi un dashboard avec plusieurs métriques sur l'exécution de votre fonction Lambda, de votre code. Ces métriques ils vont vous dire, par exemple, le nombre de vocations et des erreurs de votre code, quel est le temps moyen de réaction, le throttle, consommation de CPU et mémoire, entre autres. Mais nous avons aussi, en plus de ces dashboards, un ensemble de registres sur les dernières invocations de votre fonction lambda et de votre code. C'est qui vous permettent par exemple de filtrer pour ceux qui ont pris plus de temps à être exécutés et faire une visualisation détaillée, avoir une visualisation détaillée en utilisant une fonctionnalité que nous appelons X-Ray pour voir les différentes étapes d'exécution de votre code lambda en étant capable de détecter aussi quelles sont les erreurs qui ont été vues
pendant l'exécution de votre code, voir les causes racines de ces erreurs et gérer ça pour que ça ne se répète pas la prochaine fois que votre fonction va être exécutée. Et finalement, vous avez accès à l'interface qui vous permet de faire des requêtes à partir de toutes les différentes informations et logs qui ont été générés par votre code et votre fonction lambda. Donc vous pouvez construire même au sein de la console des nouvelles requêtes qui vous permettent par exemple de façon low-code à visualiser par exemple le rapport entre la consommation CPU qui a été utilisée par votre code et le CPU, la quantité des CPU qui était mise à disposition au sein de votre environnement d'exécution pour essayer d'optimiser la performance de votre fonction. Vous pouvez bien évidemment aussi créer de nouveaux éléments graphiques pour l'ajouter dans le dashboard que nous avons vu au tout début. Et tout ça en utilisant des fonctionnalités qui sont intégrées et fournies de base à partir du moment que vous utilisez une fonction AWS Lambda. Alors, avec ça, j'ai le plaisir d'inviter sur scène Jean Rodriguez d'Airbus qui va nous parler d'un cas plus concret au sein d'Airbus sur l'utilisation de ces différentes technologies que vous avez vues jusqu'à maintenant. Jean. Merci beaucoup. Bonjour à tous, ravi d'être ici. Alors, vous venez de voir avec Alexis Upstream et avec Bruno, donc qu'est-ce qu'une architecture serverless et quelle est Lambda. Alors, c'est pas pour faciliter votre digestion, c'est pour vous préparer aux slides que je vais présenter. Mais avant de rentrer dans les détails techniques, je vais vous donner un petit peu de contexte sur quels sont les services que l'on gère, quelles sont les données, parce que Airbus est quand même une assez grande boîte. Moi, je me suis donc Jean Rodriguez, je suis donc Airbus depuis 23 ans dans la division commerciale. Et je suis donc spécialiste sur l'Electrical System Installation. Alors, c'est tout ce qui concerne l'électricité, pour faire simple. S'il y a un câble, un connecteur, un bouton poussoir dans le cockpit, une connectivité vers des équipements, c'est chez moi, c'est dans mon domaine. Et là, je vous ai mis quelques chiffres, par exemple, d'un A320. Donc, on a 47 000 câbles, 300 harnais, 13 000 connecteurs, c'est par avion. Et on voit aussi une tendance, c'est qu'à chaque nouveau programme avion, on a un petit peu plus d'électricité. On passe des systèmes qui étaient autrefois hydrauliques, peut-être vers l'électricité. Et sur le 350, par exemple, on a quasiment doublé le nombre de câbles. Bon, certes, c'est un avion un peu plus grand, mais la tendance, néanmoins, elle ne diminue pas. On a toujours de plus en plus d'électricité. Toutes ces données, il faut les gérer. D'abord, avant de les gérer, il faut les créer. Alors, comment on les crée? On a la partie système de Electrical System Installation qui rentre en jeu. Donc les systèmes, là, c'est les systèmes avioniques. Un avion, c'est plein de systèmes, plein de sous-systèmes. Pour prendre quelques-uns, vous avez les commandes de vol, les moteurs, le carburant, la détection feu-fumée, etc., etc. On va donc, pour chacun de ces systèmes et sous-systèmes, définir des plans de principe. Un plan de principe, ça va être un niveau de détail qui va être plus logique, qui va expliquer comment le système va fonctionner. C'est ce genre de document que, par exemple, ensuite, on va utiliser ça pour créer les manuels et les pilotes vont utiliser ça pour comprendre leur avion, comprendre les systèmes de leur avion. Donc là, par exemple, j'ai pris un exemple tout simple, la manette qui est à l'écran, je veux que ces informations de poussée arrivent au moteur. Un plan de principe, lui, va juste me dire, je vais connecter cet équipement avec le moteur. C'est très simple, enfin, en théorie, évidemment, mais je n'ai pas encore de niveau industriel. Ce ne sont pas des câbles, c'est plus une fonction logique. C'est là la grosse différence entre un plan de principe et un plan de câblage. C'est qu'en partant du plan de câblage, on va maintenant définir en partant du plan de principe, on va définir un plan de câblage et je vais définir, par exemple, ma manette, elle se trouve dans le cockpit, donc je vais avoir un câble pour sortir du cockpit, je vais avoir un câble pour, par exemple, aller dans le fuselage, un autre pour aller dans l'aile, un qui va traverser le pylône, qui est la jonction moteur-aile, et enfin, je vais arriver à l'équipement dans le moteur. Donc ça, c'est le niveau d'intégration avec une traçabilité que l'on fait sur tous nos avions. Là, je vous ai mis un cheminement, par exemple, du câble sur la partie avant de l'aile. J'aurais très bien pu passer à l'arrière. Et c'est justement le travail en fait, de l'autre équipe, l'équipe installation. Tous nos avions, en fait, et tous les signaux qui transitent dans un avion ont des métadonnées qui vont nous permettre de savoir où est-ce qu'ils vont pouvoir cheminer. Par exemple, on va avoir une notion très simple de ségrégation de systèmes. Vous avez système 1, système 2. Les deux systèmes ne doivent jamais être ensemble, ne jamais être sur le même connecteur, totalement être indépendants. Donc ça, déjà, rien que ça va définir qu'à aucun moment, ces deux mêmes câbles de systèmes différents vont être dans le même harnais. Vous avez d'autres règles, il y en a des milliers, qui vont par exemple être assez simples à comprendre, du style, j'ai un câble de puissance qui vient des moteurs, je ne vais pas le faire transiter à côté d'un petit câble de 2 mm.
ça va impacter son signal. Donc, tout ça, c'est le travail des équipes d'installation qui ont une maquette 3D, ils vont faire des plans d'installation et on va modéliser donc le cheminement de tous ces câbles. Si on prend le plan de principe, le plan de câblage, les schémas de maquette 3D et les plans d'installation et que vous fusionnez tout ça, on va arriver donc à un gros calcul de convergence qui permet donc d'obtenir par harnais, par avion, le listing donc de tous les câbles, tous leurs attributs nécessaires pour leur fabrication. La longueur, les protections, les éléments d'extrémité, etc., etc. C'est énormément de données et c'est évidemment pour chaque avion. Et on le calcule plusieurs fois puisqu'on ne fait pas l'avion d'une seule traite, il s'écoule quelques mois, donc on a souvent des itérations. Ces données ensuite sont transmises aux différentes usines de fabrication que l'on a, qu'elles soient internes ou externes, et elles sont aussi utilisées par exemple pour créer la documentation des avions. Donc ça fait beaucoup de données, ça fait beaucoup aussi de traçabilité et d'avions à gérer. Mais ce n'est pas les seuls challenges que l'on a, parce que, bon, je pense que je ne vais pas vous étonner en disant que Airbus est une compagnie qui existe depuis un moment. Donc les technologies informatiques ont évolué et les technologies électriques aussi ont évolué. On a eu les commandes de vol électriques sur la 320, le 380 a rajouté le réseau FDX, qui est une nouvelle façon de communiquer entre calculateurs. La 350, où j'ai participé dès le début, ben là, le fuselage n'étant plus aluminium, il a fallu créer une nouvelle façon de modéliser le retour courant. Et ça, c'est que des petits exemples très simples. On en a énormément. Donc, on a un gros besoin de modernisation de nos outils pour pouvoir toujours rester donc, en avance en termes de qualité, en termes de capacité, puisque ça fait quand même à la fin beaucoup de données et beaucoup de programmes avions. On doit gérer et être capable de gérer nos données sur plus de 50 ans. Hein. Lorsque je partirai à la retraite, des avions wide-body, donc des A300, A310 sur lesquels j'ai travaillé dans les années 2005, on devra toujours pouvoir supporter et livrer les mêmes données aux autorités, aux compagnies aériennes qui les utilisent. Donc ça fait un sacré challenge en termes de quantité de données et d'infrastructures. Et c'est pour ça qu'il y a quelques années, donc on avait envie de changer de logiciel, passer sur une nouvelle infrastructure. Et l'éditeur que l'on a choisi, au début, il était en mode, écoutez, il faut autant de serveurs, une installation assez classique sur un data center en local. Sauf qu'Airbus, c'est 4-5 pays, c'est des bureaux d'études un peu partout. Donc, je leur ai dit, c'est gentil, mais je pense qu'on va directement aller faire ça sur Amazon. C'était la première fois qu'ils faisaient ça. Donc, ils n'étaient pas très rassurés. Donc, on a dit, écoutez, venez à Hambourg, on va se prendre une petite semaine et on va tester. Parce qu'il n'y a rien de mieux que tester et voir si ça fonctionne. Il nous a fallu 2 jours, en partant de zéro, pour avoir une infrastructure totalement opérationnelle avec des utilisateurs qui pouvaient déjà commencer à dessiner. Ce qui a été pour nous une sacrée surprise et aussi un sacré cadeau de Noël, parce que c'était juste en décembre. Et ça nous a montré que notre idée de pousser de plus en plus vers le cloud était quelque chose de faisable, puisqu'on en voyait déjà le résultat, puisqu'on peut, là, si aujourd'hui j'ai envie de relancer mon infrastructure, en 3 heures, on peut avoir une infrastructure opérationnelle et mes utilisateurs qui sont prêts à l'utiliser. Vous avez vu tout à l'heure Upstream. Upstream, au début, on ne l'avait pas en place, parce qu'on utilisait classiquement les PC, les consoles qu'on avait au bureau. Mais Covid est arrivé, donc tout le monde a eu envie de se connecter à distance. Les connectivités à la maison n'étaient pas fameuses. Donc on a vu, attendez, si on peut essayer d'accélérer et de simplifier un peu le setup informatique, utilisons Upstream. Donc maintenant, on a Upstream. Donc en plus, on peut patcher nos serveurs et le client en même temps. Et on a un contrôle immédiat, tout est au même endroit, dans le même data center, donc en termes de réactivité, c'est excellent. Et là, pareil, je peux avoir un nouveau développement de programme avion, je peux avoir des milliers d'utilisateurs tout à coup qui ont envie de dessiner, je n'ai pas de problème. Parce que je sais que l'infrastructure derrière, je peux la scaler up and scaler down. Et ça, c'était, on va dire, un setup assez classique, hein, EC2, Aurora. Donc, on s'est dit, est-ce qu'on peut aller un peu plus loin ? Parce qu'on a un petit problème. C'est que c'est bien d'avoir l'outil côté Amazon, mais toute notre infrastructure n'est pas chez Amazon. Hein, à moins que vous commenciez votre société aujourd'hui, vous avez très certainement des outils historiques. Donc, vous avez besoin de créer un bridge entre le monde Amazon et le monde legacy. Donc, on s'est dit, comment gérer ça? Et surtout, comment gérer ça de manière qui soit cost-effective, dans le sens où il y a des moments où on va faire des plans, et il y a des moments où on va faire beaucoup de plans, parce qu'on a un nouveau standard, un nouveau moteur ou un nouveau programme avion. Donc, je ne veux pas mettre, comme auparavant, une machine extrêmement puissante juste pour un vendredi de temps en temps.
Donc, on s'est repoussé vers l'event-driven. C'est pour ça que vous avez une petite explication de ce que c'était. Et aujourd'hui, avec notre logiciel de conception, on a un trigger, donc un événement. Lorsque l'utilisateur publie un plan, ça va rentrer en file d'attente. Cette file d'attente va être ensuite ingérée, traitée par une fonction lambda qui va commencer à pré-mâcher la donnée pour pouvoir être distribuée ensuite dans les autres outils que l'on utilise. Et par exemple, on va extraire l'image qui va partir dans un système d'archivage longue durée. On va aussi faire un calcul de configuration qui va permettre de savoir ce plan s'applique sur telle compagnie aérienne, sur tel avion, etc. C'est quelque chose qui d'habitude prenait une journée minimum pour avoir le résultat. Et on va évidemment aussi continuer à livrer donc, les mêmes données que le système qu'on a remplacé vers les outils qui sont encore côté Airbus, pas retravaillés. Tout ceci, c'est totalement scalable. C'est-à-dire, comme j'ai dit, si j'ai tout à coup 4000 utilisateurs le vendredi, parce qu'il faut absolument qu'ils livrent maturité C à tel moment, j'ai ma lambda qui va se lancer plein de fois. Si j'ai personne, si on est le dimanche, j'ai personne qui réalise, ça me coûte 0. Et la réactivité, elle était là. Parce que auparavant, il fallait plus d'une journée minimum pour avoir un retour sur j'ai fait un plan, est-ce que tout s'est bien stocké, est-ce que les outils derrière sont d'accord. Là, en moins de 5 minutes, j'ai déjà un retour. Donc, gros avantage de gain, mais aussi pas uniquement d'argent, juste l'utilisateur, il fait son release, il a le feedback dans les minutes. Avant, il était obligé de se remettre dans le plan le lendemain en disant « Attendez, qu'est-ce que j'ai fait ? Ah oui ». Donc, c'est très, très intéressant pour nous parce que ça nous donne beaucoup plus de réactivité. Alors, ça ne s'est pas fait comme ça. Au début, j'ai eu beaucoup de retours, que ce soit en interne ou en externe, lorsqu'on essaie de pousser cette architecture. Donc là, je vais vous partager quelques phrases, questions que j'ai régulièrement entendues de mon côté et qui peuvent peut-être vous aider aussi à convaincre des personnes si vous voulez pousser ce genre d'architecture. Donc la première étant, attention, vous utilisez le cloud, en plus Amazon, américain, Airbus, c'est européen, vous n'avez pas peur. Donc, déjà, la première chose, il faut que vous ayez connaissance de vos données. Est-ce que c'est militaire, confidentiel? Évidemment, ça ne va pas aller sur le cloud n'importe comment. Vous devez aussi vous assurer que les équipes qui utilisent Amazon sont formées. Donc, le mieux, c'est d'avoir une équipe de DevOps qui met à disposition des équipes de développement les outils. C'est-à-dire que ce n'est pas les développeurs qui ont directement l'accès à l'infrastructure. Vous mettez donc des cloisonnements, vous mettez des bons comptes comme il faut. Donc, c'est pas... Pour moi, utiliser le cloud n'a pas rajouté un risque, ça m'a même simplifié la vie, puisque j'ai beaucoup plus de facilité de récupérer des informations sur comment c'est utilisé, qui l'utilise, les audits, etc. L'autre question que j'entends souvent, la remarque que j'entends souvent, c'est le cloud, ça coûte cher. Alors si ça coûte cher, c'est qu'il est probable que vous l'utilisez d'une mauvaise manière, ou du moins vous n'avez pas bien optimisé, ou que vous ayez poussé quelque chose qui n'est pas fait pour le cloud. Tout n'est pas fait pour aller sur le cloud. Donc, c'est à vous de sélectionner les processus, les calculs qui peuvent scaler up and down. Ne pas hésiter à casser un système pour peut-être mettre une file d'attente au milieu. Et surtout, lorsque vous faites le calcul, n'oubliez pas de vraiment tout compter. Parce que souvent, on calcule le coût du serveur, si on le mettait dans un data center central chez nous, mais il faut compter l'électricité, il faut compter les locaux, il faut compter les personnes, la maintenance, le fait que si j'utilise un serveur sur Amazon avec une telle configuration, si au final ça ne me sert à rien, je n'ai pas la machine sur les bras. Pareil pour les disaster recovery plans. Calculer le coût qu'aurait un disaster recovery plan dans l'équation. Et au final, la balance devrait être plutôt positive. On a fait un calcul il y a quelques années sur combien nous aurait coûté la même infrastructure en interne. On était de l'ordre de 30-40% de gains en allant côté Amazon. Donc le calcul chez nous a été vite fait. C'est pour ça qu'on a de plus en plus de systèmes qui sont poussés sur le cloud. Autre point, donc le cloud, ça vous verrouille sur une solution propriétaire. Pas vraiment, parce que ce qui compte le plus, c'est la fonctionnalité métier que vous avez codée. Tout à l'heure, vous avez vu une description de ce qu'était Lambda. Lambda, c'est pas propriétaire en soi. Le code, c'est du Python, c'est du Node.js. C'est la manière dont vous l'hébergez, en fait, Lambda, la manière dont vous l'exécutez. Vous êtes capable de faire ça en conteneur, vous êtes capable de le réhéberger très simplement. Et nous, d'ailleurs, comme on travaille aussi sur des programmes militaires qui n'ont pas accès à Amazon, ils ont réutilisé nos codes. Ils ont juste changé SQS par RabbitMQ, etc. Donc,
aller sur le cloud ne vous verrouille pas nécessairement sur des solutions tant que vous préparez bien votre architecture, tant que vous la mettez bien, tant que vous, par exemple, on utilise une base de données Postgres, je peux réhéberger Postgres à la maison, il n'y a pas de souci. Donc c'est à vous juste de bien architecturer vos systèmes pour ne pas vous rendre vendor lock. Et le dernier point, le cloud c'est compliqué. Alors c'est vrai qu'il y a un temps d'adaptation. Il y a un setup à mettre en place, parce que s'il est facile de créer une architecture, il est aussi facile de la détruire. Donc vous avez vraiment besoin de faire des bons cloisonnements, de mettre une bonne chaîne DevOps. Par contre, ça vous ouvre énormément d'innovation auprès des équipes, puisqu'elles peuvent expérimenter. Lambda, par exemple, on l'a mis en place pendant un sprint d'innovation, parce qu'au début, on était sur EKS, donc Kubernetes classique, puis on s'est dit, ce service, en fait, n'est pas trop utilisé, mettons-le en Lambda. On a réduit les coûts par 10. Donc, n'hésitez pas à faire les calculs. Certaines fonctions sont très bien pour Lambda, d'autres le sont un peu moins, donc c'est juste une balance. Alors, je ne peux pas conclure mon intervention sans remercier les équipes Airbus et nos partenaires qui nous ont aidés à mettre en place cette architecture. Tout ce que je vous ai montré aujourd'hui est en place déjà depuis plusieurs années. On est en train de travailler sur la scalabilité du calcul de convergence, donc le méga calcul qui combine prendre le principe, prendre le câblage et les données installation. Ça sera peut-être sujet d'une autre présentation un peu plus tard. Je vous remercie de votre attention et je redonne la parole à Bruno. Merci à vous. Merci Jean pour ce témoignage extrêmement passionnant. Je suis sûr que ça vous aura donné beaucoup d'idées. N'hésitez pas à venir en discuter avec lui après la session. Donc en résumé, pour retenir aujourd'hui ce que vous avez pu voir, et je vous invite à prendre en photo le slide pour les QR codes si besoin, c'est aller chercher l'agilité. Aller chercher l'agilité avec le cloud, notamment avec les déploiements automatisés. Vous allez pouvoir reproduire de manière itérative vos infrastructures, essayer, détruire, reconstruire. C'est l'objet du cloud. Vous n'avez pas à vous soucier de la partie sous-jacente. Utilisez les bons services pour les bons usages. La partie VDI, vous avez pu voir Upstream, on a également Workspaces. On a plusieurs solutions adaptées en fonction de vos usages pour aller avoir une expérience d'end-user computing. Et également tous ces services serverless qui vous permettent d'accéder directement à des nouvelles business logiques plus facilement et intégrer vos applications beaucoup plus rapidement. Et cette rapidité, vous allez l'exploiter avec l'évolutivité qui va s'adapter à votre métier. On l'a vu avec Airbus sur les différents programmes d'avions notamment. Et tout ça avec une consommation à la demande. Vous ne payez que pour l'usage. Démarrez maintenant, allez essayer ce workshop Upstream 2, allez voir la session de 16h45 sur Upstream, le booth également où il y a une démo d'un device qu'on a sorti qui permet de se connecter directement à Upstream. Vous pouvez également sur le site web d'AWS tester Upstream sans vous connecter à la console. Et visitez également Serverless Land qui va pouvoir vous donner des idées d'architecture que vous pourrez construire en serverless. Des tonnes de cas d'usage différents. Formez-vous, formez vos équipes. Je pense que vous avez déjà vu ce slide dans la journée, mais Skill Builder, vous avez un essai de 7 jours et vous donne accès directement à plus de 600 sessions de formation digitale gratuites. Je vous remercie au nom de Jean, au nom de Bruno. Merci à tous pour votre attention. Comme on dit chez Amazon, feedback is a gift. Donc je vous invite à scanner votre QR code. Si ça ne fonctionne pas, mettez à jour l'application AWS Events et rescannez ce QR code. Donnez-vous votre avis, ça prend quelques secondes, c'est très important pour nous. Et on est à votre disposition pour discuter en fin de session. Merci. Merci. Merci.